enfin, la télévision n'a pas tué la radio, l'Internet n'a pas tué la télé, au contraire. Une fois encore, le consommateur, il prend les produits qu'on lui propose. Il goûte, ça lui plaît, il y reste. Puis il retourne au précédent, et puis voilà, et puis il élargit le champ de sa consommation. Et il n'y a aucune raison, enfin si, il y a hélas des raisons, mais en tout cas, si on veut bien se réfléchir sérieusement, et simplement, il n'y a pas de fatalité en tout cas à la disparition du papier en presse de proximité, bien au contraire. Bien au contraire. Simplement, la place sera identifiée, beaucoup moins large, elle sera complémentaire d'autres supports, mais une fois encore, c'est pas ou le web ou le print, c'est le web et le print. Et tous les discours que j'entends, y compris dans les grands colloques de gens intelligents, et non des moindres, puisque le patron, c'est celui du New York Post, du New York Times, qui disait ça. Lui, la presse papier, lui, est foutu, terminé, on n'en parle plus. Ouais. Il y a une réalité économique aujourd'hui, disparition des titres, licenciement de journalistes, baisse du tirage. Ouais. Là, tout à l'heure, vous disiez, bon, 1 million, je rappelle, pour avoir des ordres de grandeur, Le Monde et Figaro, c'est entre 300 et 320 000 jours. Ça n'a fait que décliner. Donc 40% de gratuit pour le Figaro, d'ailleurs, au passage. Avec les avions. Ils finiront en modèle gratuit, le Figaro. Il finira en modèle gratuit, mais il s'en fout, lui, c'est la publicité qui le fait vivre depuis 30 ans. Y compris à travers les magazines. Non, mais il faut encore les raisons qui ont, depuis 30 ans, amené à la récession et à la perte d'audience et d'intérêt de la presse de proximité expliquent cette situation aujourd'hui. Pour autant, elle a sa place, elle offre un service particulier, elle peut raconter des histoires qu'on ne trouvera pas, qu'on trouvera au Creusot, qu'on ne trouvera pas au Temps, etc., etc. Donc moi, je ne crois absolument pas à la disparition du papier. Je pense qu'une fois encore, on a des discours très innovants, mais qu'il faut écouter, et dont il faut prendre la part réaliste des choses et l'intégrer dans son mode de management et de développement. Mais je ne crois absolument pas à la disparition de la presse papier, certainement pas. D'ailleurs, quelles que soient aujourd'hui les croissances enregistrées en termes d'audience sur les sites d'information, ou globalement tout ce qui touche au digital, quels que soient les chiffres de croissance et d'audience, le modèle économique n'existe pas. Il y a un article dans Stratégie là, que je lisais dans le train de M. Bertrand Pécry, qui est un des penseurs du métier, avec d'autres, qui est quand même assez lucide et qui donne la réalité des chiffres. C'est-à-dire qu'il y a juste entre 3 et 7% de revenus pour ces médias digitaux, publicitaires. Donc ça n'existe pas. Et il dit, effectivement, dans 10 ou 15 ans, on pourra peut-être assister à. Ah ouais, bah, d'ici 10 ou 15 ans, on a le temps de faire des trucs, on a le temps de voir arriver les écrans tordus, là, qu'on va se mettre dans la poche. Bon, enfin, donc les technologies vont nous pousser à faire des investissements et des développements nouveaux. Moi, j'observe simplement qu'à un moment donné, le contact, je crois beaucoup à la sensualité de la vie. Le contact avec le papier, le toucher, la matière, c'est quelque chose qui, une fois encore, aide à la structuration de la pensée et de l'être humain. Et la virtualité des choses ne suffit pas à sécuriser son propre développement. Dans un mode qui devient de plus en plus insécure, il faut s'appuyer ou trouver des repères qui nous permettent d'avancer, qui nous permettent d'être optimistes et heureux de se réveiller le matin. Parce que si on a peur de tout demain, ça va devenir compliqué pour vivre ensemble. La presse d'information qui vient à votre contact, que vous pouvez toucher, dont vous connaissez les éditeurs, les journalistes, les contenus, dont vous appréciez éventuellement le service, restera un élément d'accompagnement de la vie sociale. Voilà. Le virtuel, me semble-t-il, a des limites, comme d'autres modes d'expression ont leurs limites. Mais en revanche, chacun a sa place et doit la trouver, ou la redéfinir, très probablement. Est-ce que c'est pas vrai ça pour des gens comme nous, d'un certain âge? Est-ce que c'est vrai aussi pour les jeunes de 10, 15 ans, 20 ans qui vivent avec le numérique, par leurs écrans, leurs tablettes, enfin leurs trucs de jeu, les smartphones, les tablettes graphiques? On a fait un sondage, nous, il y a 15% des collégiens de Bourgogne qui ont une tablette graphique, enfin une tablette numérique. Donc est-ce que ce que tu dis là, c'est vrai pour nous, ou est-ce que c'est vrai pour eux? Alors,
D'abord, c'est pas parce que je défends le papier, la presse papier et l'écrit et que je pourfends un peu les tendances modernistes et technologistes. Pour autant, je ne suis pas complètement bus total, fermé à tous les développements technologiques. Une fois encore, je dois être le deuxième patron de rédaction à avoir ouvert un site internet en 1995. Donc, tu veux... ouais. Donc ce sont des outils, des supports et des modes qui m'interpellent depuis relativement longtemps. Mais quelle est la réalité dans les grandes villes? Moi, je prends le métro 4, 5, 6 fois par jour. Donc je regarde ce qui s'est passé, et en 3 ans, il n'y a plus un quotidien payant dans le métro. Plus un. Même pas l'équipe. C'est fini. Mais plus un. Chez quel que soit le jour, l'heure, la rame, terminé. Donc Le Monde, Le Figaro, on oublie depuis longtemps. Il reste de la presse gratuite. Alors selon l'heure et le lieu, c'est ou métro ou direct, ou les deux, ou 20 minutes, peu importe. Et puis, effectivement, des smartphones, voilà. Et alors je regarde l'utilisation que les gens font de leur smartphone. Alors il n'y a pas un iPad, les tablettes dans le métro à Paris, ça aussi, on les laisse à la maison pour le week-end, c'est comme les jolies voitures, on les sort pour aller à la campagne. Mais l'iPad dans le métro à Paris, avant que j'en voie un, si, le mien. Premier qui m'emmerde, j'en colle une. Bon. Et donc je regarde les utilisations qui sont faites de ces smartphones. Ben, c'est simple, il y a de la messagerie, il y a effectivement des images, la plupart du temps c'est pas des infos, il y a de la musique, beaucoup, et puis alors de temps en temps, il y a un mec voilà, un peu, qui a l'air d'être un peu branché dans une activité économique, voilà, qui a l'air de consommer de l'info. Et c'est, je sais pas statistique, c'est juste un vécu quotidien. À quoi servent aujourd'hui les tablettes, les smartphones aux gens qui les utilisent? À de l'utilisation personnalisée, à du plaisir, à du désir, à tout ce que tu veux. S'il y en a 10% qui consultent les infos, c'est le bout du monde. En plus de ça, les nouvelles technologies sont exclusives, contrairement aux apparences. Moi, je pense que la vraie fracture sociale est une fracture culturelle, intellectuelle, et que les années qui viennent, enfin pour les années qui viennent, cette fracture va s'orchestrer autour de l'information. Il y aura les gens informés, ceux qui ne le sont pas. Et d'où l'intérêt d'apprendre aux élèves et aux étudiants à s'informer, à connaître les mécanismes des médias. Parce que là est le cœur de la démocratie, ça commence par là. Donc, je pense que contrairement aux apparences, c'est-à-dire à la généralisation de la digitalisation et de la numérisation, eh ben, ces outils-là, ces technologies, si elles ne sont pas contrôlées, maîtrisées, expliquées, vulgarisées et qualifiées, vont contribuer à la paupérisation de la réflexion. Alors, je suis peut-être un peu, encore une fois, un peu conservateur sur ce sujet, ou en tout cas un peu trop prudent, mais j'observe tous les jours des gens de 15 ans, 20 ans, 30 ans, utiliser leurs outils numériques digitaux. C'est juste de la consommation tournée vers le nombril. Et certainement pas vers les autres. Or, consommer de l'information, et notamment de l'information d'actualité quotidienne, c'est se tourner vers les gens. C'est prendre en compte la communauté. C'est aussi la raison pour laquelle la France a cette particularité de voir progressivement sa presse quotidienne périr, ou dépérir, et de voir l'explosion depuis 25 ans des magazines. Moi, j'en fais moins maintenant, mais je faisais de la voile. Beaucoup à une époque. Eh bien, il y avait un seul mensuel, c'était Voiles et Voiliers. Il est toujours vivant d'ailleurs. Il a du mal, il est toujours vivant. Mais regardez aujourd'hui le nombre de magazines sur tout ce qui touche à la voile, au vent, au sport de glisse, etc. Tout ça était dans un seul support. Aujourd'hui, il y en a 12. Pourquoi? Parce que, les Français commencent par s'occuper d'eux. Et quand ils ont le temps, accessoirement, ils s'occupent des autres. Et donc, dans la consommation de la presse quotidienne et donc de la consommation démocratique, il y a une forme de générosité et de prise en considération de l'autre. Donc, tant qu'on consomme son nombril et qu'on se tourne vers son nombril et qu'on consomme ses petits plaisirs personnels, eh ben, on ne s'occupe pas des autres, donc on ne s'occupe pas de démocratie, on ne s'occupe pas de presse. Tout ça est lié. Et je pense que la relance de l'information de la presse quotidienne, y compris de la presse papier, viendra probablement, et les deux étant liés, alors dans quel ordre ou dans quel sens,
c'est variable, viendra d'un regain d'intérêt pour la vie politique. La vie de la presse quotidienne est directement liée à la vie politique et à la qualité de la vie politique.